La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette énième édition de Café Philo où nous avons le plaisir, accueillis ici au Café des Copains comme d'habitude, de faire intervenir sur cette table une autre parole et en même temps un autre contexte. Ce soir, il s'agit de Café Philo. En même temps, puisqu'il est question de Café Philo, le symbolisme occupe une place fondamentale. En raison du fait que nous nous retrouvons au niveau de l'équipe de Café Philo, dans le travail que faisait Joseph Emmanuel Chalmaille, qui est un grand chansonnier haïtien, qui est mort il y a 3 jours, je crois, ce soir, symboliquement, le drapeau de Café Philo sera mis en berne, symboliquement. Nous allons donc entonner un seul couplet de la Dessalinienne. Mettez-vous debout pour la Dessalinienne, s'il vous plaît. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis. Le pays pour les ancêtres. Merci. À présent, nous allons écouter ensemble Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa,
donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci. À présent, comme nous avons l'habitude de toujours le faire à Café Philo, nous allons donc visionner un extrait d'une intervention que Lionel Trouillot a faite il y a à peu près 2 ans à Café Philo. À ce moment-là, nous étions logés à Ambiance Resto Club autour du même thème, puisqu'il est question donc de citoyenneté. On va suivre avec attention et nous revenons quant à nous pour la suite. Merci. Ce soir, vous l'aurez compris, nous recevons l'écrivain Lionel Trouillot. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti, la FILA, qu'organise la Direction nationale du livre. Pratiquement 5 ans depuis que Café Philo et la Direction nationale du livre s'associent pour proposer un Café Philo avec l'invité d'honneur de la FILA. Cette année, c'est donc l'écrivain Lionel Trouillot que la FILA reçoit. Et c'est avec plaisir que ici aussi, et en prélude à cette grande foire du livre, que nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Trouillot autour d'un sujet qui va sans doute faire débat. Il s'agit donc des individualités monstrueuses. Qu'est-ce que Lionel Trouillot entend par individualité monstrueuse et dans quelle mesure ce sujet pourrait nous parler? Les individualités monstrueuses se retrouvent en guise de préface dans la 2e édition de ce livre qui s'appelle « Haïti, repenser la citoyenneté ». La première édition de ce livre datant donc de 2001. Donc, dans cette 2e édition, Lionel Trouillot nous dit à peu près ceci. Aujourd'hui que les soupçons d'hier sont devenus des évidences, chaque jour continue d'amener la preuve de l'étalage de ce que je me permets d'appeler le raid des individualités monstrueuses, générées entre autres par l'absence de sphère commune de citoyenneté. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, Lionel Trouillot avait fait une intervention ici à Café Philo sur la citoyenneté. Aujourd'hui, il revient sur la question de la citoyenneté en essayant d'aborder, dans le cadre d'un dialogue, cette question sous un angle plus précis, sous un angle, on va dire, critique. Il va donc s'agir d'un peuple, d'un espace, d'un type de rapport qui demeure totalement étranger ou qui se construit dans une étrangeté par rapport à ce que Lionel Trouillot appelle l'objectif l'autre.
j'ai probablement déjà assez parlé. Place à Lionel, pourquoi pas, pour nous dire ce qu'il peut entendre par individualité monstrueuse et dans quelle mesure ça nous concerne ici à Café Philo et en Haïti dans l'ensemble. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ce soir, pour une fois, je me suis juré à moi-même de dire la vérité, rien que la vérité. Et je pense que l'une des expressions de ce que j'appelle l'individualité monstrueuse, c'est justement la place de la parodie et de la posture dans le discours. C'est-à-dire que quand je vous parle, quand vous me parlez, quand on se parle, quand on s'exprime, on n'est jamais dans la quête de l'expression de ce que l'on voit du réel. On est plutôt dans une sorte d'exposition de soi-même dans un discours convenu dont l'efficacité est soit médiatique, soit autopromotionnelle. Plus personne ne semble parler, il faut parler aux autres comme on se parle quand on est seul avec soi-même. Trouver, à mon avis, être habité, se laisser habiter par une quête de vérité. Or, aujourd'hui, c'est de moins en moins ce qui se passe. Le commerce du langage avec l'autre est fondé essentiellement sur le mensonge, sur des stratégies d'exposition, de promotion. On peut être à droite et dans tel contexte parler comme un homme de gauche. On peut être un homme de gauche et ne jamais parler comme un homme de gauche parce que dans les milieux qu'on fréquente, ce n'est pas ce qu'il faut dire. On est toujours quelque part dans qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là pour m'installer dans des réseaux de pouvoir, pour m'installer dans des réseaux de convenance qui m'assurent une relative tranquillité, une relative satisfaction sociale. Et on peut le voir dans la littérature. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écrivains que de littérature. Il y a beaucoup plus d'auteurs que de littérature. Je suis auteur, mais je n'ai aucune relation de quête de vérité avec mon propos d'auteur. Mais je suis auteur, je signe des livres. Donc, l'acte de parole est de plus en plus un acte de commerce. Et moi, j'aimais bien quand il y avait de vrais catholiques qui étaient, quand on prend dans des écrivains comme Bernanos ou Mauriac, on peut aimer ce qu'ils font, on peut ne pas aimer ce qu'ils font, mais ils étaient toujours dans la vérité. Aujourd'hui, pour moi, l'une des manifestations de ce que j'appelle l'individualité monstrueuse, c'est que parler n'est plus que mentir. Et permettez-moi quand même de parler de Mano Charlemagne. J'éprouve une profonde tristesse quand je vois des gens qui sont très loin de Mano, qui chantent ses chansons, et parce que c'est une sorte de dévoiement. Quand Mano écrit « Chaque matin me lever, me sémenter », quand on passait devant le Palais National au volant d'une voiture, même quand on était passager dans un taxi, on était obligé de descendre à 8 heures pour marmonner ou faire semblant de marmonner le serment écrit par le bon docteur François Duvalier. Quand Mano écrit « Chaque matin me sémenter », c'est dans ce contexte-là. C'était à ses risques et périls. Ce n'était pas quelque chose qui était de l'ordre de la posture. Quand il écrit ces Kafoumrete, vous n'avez pas connu ça. La saloperie de cortège présidentiel passait, vous étiez dans la rue, ça vous mouillait. Dans certains cas, une voiture du cortège, vous rentrez dedans et vous n'avez rien à dire. C'est dans ce contexte que Mano écrit ces Kafoumrete. Et Mano avait une voix plus belle et plus juste
que la plupart des chanteurs de compas directs qui ont fait fortune et carrière, il aurait pu faire ce choix-là. Il était dans une vérité totale dans son discours de contestation. Mais nous, quand on finit de chanter, et puis c'est nos machines, nous fourrent, parce qu'il faut là le cacher. Donc aujourd'hui, il est facile, tout le monde remet Mano Charlemagne, comme disait un élève, tout à coup soudain bref, voilà Mano Charlemagne devenu une grande figure de la République. J'ai envie de dire merde à la plupart de ces gens, parce que c'est un homme qui a pris des risques jusqu'à l'excès. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est une sorte de dévoiement. Voilà qu'on fait de Mano une star et qu'on se met à pleurer Mano en Haïti, comme la France pleure Johnny Hallyday. Il y a quelque chose pour moi de profondément agaçant là-dedans. Rétablissons la vérité historique. Très bien, Lionel. Revenons donc à ces monstruosités, à ces identités, si tu veux, monstrueuses, ces individualités. En quoi ça fait de ces individualités, à proprement parler, des gens à qui on peut accoler cette étiquette? Parce que d'aucuns parleraient, par exemple, de fonctionnalité, de ruse, de rente, de perspective rentière, comme dirait Alain Gilles, de possibilité de contourner, comme dirait Michel de Certeau, de contourner le réel, de s'inventer dans le réel et de se trouver d'autres manières d'investir des espaces où on croit qu'il y a pillon sur rue. Qu'est-ce qui fait que précisément ces individualités, à ton avis, sont donc monstrueuses? Tout ce que tu dis là est juste. Et c'est dire un peu la même chose dans un autre langage. La psychanalyse aussi a son langage pour dire ça. Quand elle parle de la perte d'autrui dans le monde d'aujourd'hui, moi je l'appelle individualité monstrueuse parce que j'essaie de la saisir dans sa pratique. Aujourd'hui, regardez pas seulement en Haïti, regardez la faiblesse des mouvements ouvriers, de toute stratégie de revendication sur une base syndicale. La précarité à laquelle le capitalisme actuel a condamné le travailleur fait que mon collègue de travail n'est plus quelqu'un avec qui j'ai conscience de partager une condition objective, il devient mon ennemi dans ma conscience. Parce que, comme on va de toute manière délocaliser l'entreprise, comme on va de toute manière révoquer quelqu'un, je me dis plutôt lui que moi. Les possibilités de regroupement, et c'est pour cela que quelque chose comme Café Philo et d'autres pratiques et regroupements de ce type me semblent fondamentaux, nécessaires, admirables même. Tout est fait pour qu'il ne puisse plus y avoir entre nous, partageant des conditions objectives, des relations positives dans l'idée de la transformation de notre condition commune. Voilà, l'individualité monstrueuse, c'est celle qui n'a plus conscience d'une condition commune, qui, dans son regard sur l'autre, dans son rapport à l'autre, dans son rapport à l'ensemble, dans son rapport aux communautés, c'est celle qui considère l'autre comme l'ennemi, le subalterne. Le rapport avec l'autre devient un rapport, on pourrait dire quasiment de guerre, d'une sorte de sauve qui peut chien manger chien perpétuel, et cette individualité s'inscrit là-dedans. Et elle ne peut pas voir le monde autrement. L'individualité monstrueuse, c'est l'écrivain qui aimerait être le seul écrivain pour qu'on ne parle que de lui. L'individualité monstrueuse, c'est l'individu qui s'en va avec les fonds d'une association ou d'une coopérative. L'individualité monstrueuse, c'est celui qui veut entrer dans l'armée et être général en entrant dans l'armée. C'est celui qui veut bien être catholique à condition qu'il soit pape. L'individualité monstrueuse, c'est celui dont les rapports avec même la femme aimée ou l'homme aimé, ce sont des rapports de prédation, de violence, de domination. L'individualité monstrueuse, et c'est ce qui domine aujourd'hui cette saleté de monde dans lequel nous vivons, c'est je prends. C'est réduire toute l'économie, tout le système des rapports humains à la notion de profit individuel dans tous les sens, hein, symbolique, matériel, dans tous les sens. Et le refus total du principe de la perte.
l'individualité monstrueuse ne peut pas souffrir la perte. Or, si tu ne peux pas souffrir la perte, tu ne peux pas concevoir l'autre. Merci. Je pense que cette perspective pourrait être appréhendée aussi, Lionel, comme une sorte d'herméneutique, comme une proposition qui regarde les liens sociaux, qui est une perspective qui intéresse énormément quelqu'un comme Laënnec Ubon, que tu connais. En même temps, dans la stratégie de déploiement de l'individualité dont tu parles, il y a quelque chose qui invite à la réflexion. Dès lors que l'individualité en question débouche sur des résultats, arrive sur quelque chose que l'on va appeler la réussite, la perspective de départ change automatiquement. Il devient à la limite même un modèle, à défaut de dire un paradigme. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Non, mais ce que tu as dit est vrai. Mais ce qui est terrible, c'est que l'individualité monstrueuse, c'est la subjectivité qui ne reconnaît qu'elle-même comme subjectivité. C'est-à-dire, toi à qui je parle, ta subjectivité, je vais le dire grossièrement, I don't give a flying shit. Je n'en ai littéralement absolument rien à foutre. Ce n'est pas une conversation entre des subjectivités, c'est ma subjectivité. Et toi, soit tu es au service de cette subjectivité, soit tu n'es pas au service de cette subjectivité. Je n'ai pas d'autre rapport avec toi. Et c'est ainsi, et on le voit même dans des couples, on le voit partout. C'est aujourd'hui, il me semble, ce qui domine le monde. Je vous ferai remarquer que la littérature haïtienne est une littérature, en France c'est déjà le cas depuis longtemps, la littérature haïtienne, la télévision c'est en mettre des mots, j'ai fait mes chemises là, se vide du nous. Le sujet collectif est en train de disparaître de la littérature haïtienne. Il y a des gens qui pensent que c'est bien. Bon, c'est leur droit. Moi, j'ai une grosse inquiétude. Nous avons eu une littérature qui a su dire nous. Je pense à Philoctète, je pense à Roumain, je pense à Alexis. Aujourd'hui, nous avons une littérature qui ne peut pratiquement plus dire nous. Moi, je suis doublement éditeur. Les manuscrits que je reçois, ce sont Alléluia pour ma verge. Ce sont des titres. Éjaculation de ma plume. Éjaculation de ma plume. Eros a une queue. Une gâchette entre les jambes. C'est une sorte de priapisme qui fait l'économie de l'autre, pour lequel d'ailleurs la femme ne peut être que réceptacle. Ouais. Mais ça a passé. On nous garde la réalité à Jean Liéa. Jean Liéa, on a perdu le grand champ collectif qui a fait la beauté, la puissance littéraire d'Haïti littéraire. Je dis, j'ai un pénis, et puis voilà, le monde tourne autour, ou bien j'ai besoin d'argent, le monde tourne autour. C'est toujours je et le monde tourne autour. Merci. Je pense que dans la logique de cet auteur qui a fait la dictature de la transparence, qu'il peut être intéressant d'interroger ces individualités monstrueuses aussi, Lionel, dans la mesure où il peut être intéressant, et tu en parles dans ta préface, il peut être question du fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant le talent, ce n'est pas tant le fait qu'on a suffisamment travaillé, que surtout le fait que l'on a pignon sur rue. Dès que l'on arrive à investir les espaces de visibilité en Haïti, on n'a plus besoin de s'embarrasser. Ce n'est pas qu'en Haïti. Ce n'est pas qu'en Haïti. On n'a donc plus besoin de s'embarrasser d'une histoire, d'une manière de voir qui a longtemps porté ses fruits, parce que ces gens ont saigné pour arriver là. Et même en arrivant là, ils ne se sont jamais préoccupés d'être au-devant de la scène. Aujourd'hui, le talent nous invite à occuper le devant de la scène. Dans quelle mesure, à ton avis, les individualités monstrueuses sont concernées par ce type spécifique de posture qui est donc, comme tu le dis dans ta postface, celle de l'imposteur? Alors oui, j'ai beaucoup parlé de l'imposteur. L'imposteur est la figure, je dirais, la plus réussie de l'individualité monstrueuse. Et je vous conseille un livre, c'est le livre de Roland Gori, La fabrique de l'imposteur.
Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui fabrique des impostures. Et plus on manie les stratégies pour arriver au bout de l'imposture, plus on a des chances d'atteindre un haut degré de visibilité. Dans un pays comme la France, il y a beaucoup d'auteurs qu'on voit à la télévision, mais allez lire leurs livres. Allez lire leurs livres. Ici en Haïti, s'il y a un domaine dans lequel nous avons fabriqué des imposteurs et des impostures, c'est le domaine du politique. Moi, quand j'entends à la radio qu'on parle de quelqu'un qui a trahi toutes les formations politiques auxquelles il a adhéré, qui est connu pour n'avoir aucune conviction, pour faire n'importe quoi, pour s'enrichir et avoir le pouvoir qu'il peut utiliser à des fins personnelles, et que j'entends des journalistes dire c'est un animal politique. D'abord, je dis pauvre Aristote, parce que ce n'était pas du tout le sens qu'il donnait à l'expression. Ensuite, je me dis, mais voilà, tu mens, tu triches, et voilà, tu es l'exemple même de la personne qui a réussi. Quand quelqu'un me dit, ah mais quand même, il est resté 5 ans au pouvoir, il est admirable. Il est resté 5 ans au pouvoir à faire quoi? Pourquoi? Comment? Mais il est admirable. Donc, nous sommes de plus en plus obsédés par cela. Et moi-même, ce que je vous dis là, je suis aussi dans cette mise en danger. Mais voilà, aujourd'hui, jamais on n'aura autant parlé de moi. Je me demande si je ne suis pas mort, tellement je dis à me inviter donner la file à chaque côté me passer, mon fil à Nanouel. Mais le piège pour moi aussi, c'est de jouer le rôle de la vedette. C'est d'y perdre ma propre subjectivité, mes propres convictions. Et c'est un piège qui nous est tendu. Et il faut aussi parfois du courage pour résister à cela. J'apprécie que tu fasses cette remarque parce que je pense aussi, Lionel, après tu pourras me dire que tu es dans une autre démarche, tu te conçois à la limite comme un classique, un mot que j'affectionne beaucoup. Je trouve que parmi ces figures, ces individualités qui sont monstrueuses et qui investissent l'espace public à proprement parler, l'écrivain occupe à proprement parler une place importante, dans la mesure où aujourd'hui il y a même une imagerie qui va avec la posture de l'écrivain. Un écrivain, c'est un look aujourd'hui. Un écrivain, espérons, on ne sait jamais, hein, Lionel. Il faut faire confiance à la science. Cette loi l'a fait, je trouve la cavité, il faut vraiment faire confiance à la science. Cette loi l'a fait, je trouve que le look ne lui va pas, donc on verra ça après pour cette loi quand il y aura des questions dans la salle. J'étais simplement en train de dire que je pense que l'écrivain pourrait être abordé dans ce sens-là, comme quelqu'un qui investit l'espace public, comme le dit admirablement Edgar Morin dans son livre qui s'appelle Star. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a pignon sur rue et qui comprend comment ça fonctionne. Tu l'as dit dans ton livre, encore une fois, dans la 2e édition, dès que Leblanc dit que je suis un très bon écrivain, je le suis. Je m'en fous que l'on raconte, par exemple, ici ou ailleurs, que ce que je fais n'est pas forcément extraordinaire. Dès que je vais au 14 juillet et que je ne fais pas mon Brassens, que je ne reste pas dans mon lit douillet le 14 juillet, dès que j'y vais, je suis forcément quelqu'un sur qui tous les regards, tous les projecteurs sont projetés. Dans quelle mesure la posture, la figure de Lionel Touillot court-circuite en sa qualité d'écrivain cette manière de voir et essaie de proposer une autre esthétique même, si on peut en parler, pour l'imagerie de l'écrivain. Alors, l'obsession du collectif. Mais je vais vous dire encore ce que c'est que l'individualité monstrueuse. J'ai créé, il y a 10 ans, l'atelier jeudi soir. J'ai entendu dire que j'avais créé l'atelier jeudi soir parce que j'avais de l'argent des ONG en main, ce qui n'est pas le cas, que j'avais créé l'atelier jeudi soir pour voler les textes des jeunes et les signer à mon nom, que j'avais créé l'atelier jeudi soir pour baiser des femmes, ce qui n'est pas non plus le cas. Et la question qui m'a tourmenté, je me suis dit, mais voilà que je vis dans une société qui me refuse un principe de bonté. J'ai créé l'atelier jeudi soir et j'ose le dire par un simple putain
principe de bonté. Il me semblait qu'on m'avait donné quelque chose et que je pouvais essayer de le restituer. Mais je dois me battre maintenant pour convaincre des gens du caractère sain de l'entreprise. Et c'est ça encore l'individualité monstrueuse. Elle ne peut pas supposer le bien, puisque comme elle-même, tout ce qu'elle fait ne peut être fondé que sur l'intérêt. Et le refus du principe de la perte, tout ce qui pourrait ne pas être fondé sur l'intérêt et accepter le principe de la perte, lui devient incompréhensible, inintelligible. Et c'est cela, moi, je ne dis pas être sauvé. Moi, il y a deux choses que j'ai considérées comme porte de salut. Alors, je vous dis ça quand je me sens en relativement bonne santé, mais il y a aussi des moments de désespoir. C'est le collectif et l'amour. Moi, je suis inscrit dans des pratiques collectives. Ça me permet de ne pas être seul avec moi-même. Très bien. Et c'est fondamental. Et aussi la question de l'amour, parce que je pense, pour rejoindre ce que Badiou dit en philosophie et ce qu'Éluard dit en poésie, l'amour peut être un lieu de vérité. Et cet autre que je vais identifier comme symbolisant la beauté humaine, la relation, à condition qu'elle soit d'égalité et de liberté, la relation que je peux développer avec cet autre devient le modèle des relations que je vais développer avec tous les autres. Ainsi, le principe éluardien de l'être aimé qui devient l'être par lequel tu adhères à un surplus d'humanité. Le fameux « c'est à partir de toi que je dis oui au monde » de Paul Éluard. Mais je vous avoue que je dis ça le matin quand je suis optimiste, mais le soir quand j'ai bu de whisky, j'y crois plus pratiquement. C'est assez compliqué, Lionel. Maintenant que tu es le philosophe des individualités monstrueuses, si tu n'y crois pas toujours, on est foutu. Il faut quand même penser à l'espoir, pas forcément dans le sens de Malraux. J'ai envie de te demander, Lionel, dans quelle mesure penses-tu que l'on peut revenir sur la perspective initiale, couper totalement le pont à ce déploiement spécifique, individualiste, ou bien si tu veux, égologique, ce déploiement qui fait que, par exemple, l'individu, à un moment donné, passe à côté de ce qu'il devait être comme projet et s'enlise dans un choix et dans une perspective que l'on va appeler tragique et monstrueuse. Comment donc revenir à la perspective initiale, ou tout au moins, comme le dirait Onfray, qui reprend à sa façon Proudhon, comment, à ton avis, est-il possible de penser des micro-révolutions, en tout cas des alternatives à ce à quoi nous avons affaire, si tant est vrai qu'on peut légitimement parler d'individualité monstrueuse? Je vais dire des choses contradictoires. Ce que vous faites ici, ce que je fais à mon atelier, ce qu'il faudrait faire aussi en politique. Multiplier les cadres associatifs restreints pour permettre qu'un discours commun puisse naître. Quand je dis commun, je ne parle pas d'un discours à l'unisson. Ça aurait été trop inefficace et grave. Et ce serait une autre forme d'emprisonnement. Mais produire un discours, se lancer dans des activités collectives, de la praxis desquelles naîtrait un nouveau discours. Et en petit. Tout à fait. En petit, pas en grand. C'est une chose. La deuxième chose, moi qui suis athée, je vais utiliser un mot dangereux. Parce que regardez ce qu'on en fait aujourd'hui. On l'utilise pour tuer les femmes dans leur tête, dans leur corps. On l'utilise pour faire des gens des monstres. Il y a une grosse source de production de monstres aujourd'hui. C'est aussi la religion ou les religions. Mais je vais malgré tout dire la foi. Je vais malgré tout dire la foi, au risque de paraître ridicule. Je dis la foi. L'idée donc d'être porté vers un idéal par une conviction. Aujourd'hui, nous n'avons plus de communistes et nous n'avons plus de chrétiens intelligents dignes de ce nom. Nous avons des chrétiens qui sont dans des relations personnelles avec Dieu, qui ne les impliquent nullement dans la transformation du réel. Il y a d'ailleurs un livre, j'ai été étonné, il y a un livre qui a été publié par la Fédération protestante,
dans lequel il y a une étude du professeur Régulus, où il parle du chrétien aliéné et du chrétien libéré. Donc la foi, que ce soit en Dieu, en Jéhovah, dans Bala, ça c'est pas mon souci. À la limite, s'il faut inventer des divinités, que ces divinités nous servent à être humains, pas à être des monstres, pas à rater l'autre, pas à dire lorsqu'il y a 250 000 personnes mortes, c'est Dieu qui l'a voulu. Faisons de nos dieux, bordel, des êtres qui nous rendent meilleurs. Et on ne peut pas être meilleur seul. Les gens qui vont prier, qui sont avec Dieu dans leur solitude, ça fait quoi pour ton voisin qui crève? Donc, moi je n'ai rien contre les foi, mais il faut leur redonner cette dimension chrétienne qu'on a vue en Europe avec le personnalisme chrétien, qu'on a vu en Amérique latine avec la théologie de la libération, qu'on a vu dans certaines appropriations du vaudou, la foi et l'hypothèse communiste. Très bien, Lionel. Je reviens toujours à l'hypothèse communiste. Tu sais, Malraux a une très belle façon de dire ça dans Anti-Mémoire. Les dieux sont morts et nos héros bien vivants. La culture ne peut pas remplacer les dieux, mais elle peut apporter l'héritage de la noblesse du monde. C'est une façon d'être, si tu veux, par moment anti-nietzschéen. On prend la pause musicale avec la voix de Mano Chalmaille et nous revenons pour le débat. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être attentifs à ce qui se passe ce soir à Café Philo. Je rappelle que ce Café Philo s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti. J'ai donc le plaisir de saluer mon ami philosophe de formation, directeur du livre à la Direction nationale du livre, qui est avec nous ce soir, Wilson Polémon. Et nous enchaînons rapidement avec les questions. Ce soir, exceptionnellement, nous prenons une seule série de questions, étant entendu que Lionel est appelé ailleurs, précisément au Yanvalou, où Magali Komodeni et François Martouret donnent un spectacle, une lecture scénique, une sorte de traversée de l'œuvre littéraire de Lionel. On va y aller rapidement. Pour cette unique série, j'appelle Rodolphe Sonson-Mathurin, Mehdi Étienne Chalmers et Oscar Maxime Antoine. Les principes sont les mêmes, soyez brefs, précis et en même temps manifester du respect de part et d'autre. Je veux dire en l'occurrence respect à l'endroit de l'intervenant et de son côté à l'endroit de celui qui voudra poser une question. Merci. Merci Ralph, merci Lionel. Moi, je suis très d'accord avec Lionel sur la question Manoa. Et c'est son combat pour nous mener parce qu'effectivement, il y a une tentative de récupérer Mano à toute sa théier. Et il faut que nous inviter parce que parole Manoa, c'est fondamentalement une parole contre le système, contre le système capitaliste là. Son parole révolutionnaire, c'est même une parole qui revendique le communiste. Ça, c'est une. Maintenant, Lionel, Ralph, nous sommes à l'aise. Autant que c'est important pour parler de thématique ça, jeudi, mais malaise, est-ce que c'est comme si, à un moment, le monde était plus bon? C'est comme si, à un moment, pas de gain ça. Soit relais et intuitivement monstrueuse. C'est comme si, l'heure, il était plus bon. Et en même temps, j'ai l'impression dans des démarches nous-mêmes venons faire un bac. C'est comme si le christianisme déjà peut-être apporté des solutions à ça parler là. Comment pour l'homme vient bon. Et je crois que nous vivons des expériences côté que il y a des utopies même sur question révolution qui essaie de créer, qui essaie de venir avec eux pour résoudre ça. Donc pour moi-même, débat ça quelque part, n'est pas tellement nouveau. Autant que le cas d'actualité par rapport à la gravité de la crise haïtienne, puisque nous jouons aujourd'hui, ou bien dans le monde là, même pas l'impression que en 1400, en 1500, que l'homme était plus bon. Ouais? Donc pour moi-même, il faut nous faire, c'est pas un pas nouveau que nous avons fait. Nous sommes en colère davantage et il y a une nécessité de colère en notre temps, mais ce n'est pas réellement un débat nouveau. Merci Lionel, merci Ralph. J'apprécie un peu l'intervention et je pense qu'il a affecté un peu le monde, dans ça concerne. Rapidement,
Première question que j'ai, c'est est-ce que face aux individualités monstrueuses, il y a seulement le collectif et l'amour, comme tu dis, ou est-ce qu'il y a une stratégie politique ou esthétique efficace et une stratégie qu'on peut pratiquer sans se perdre, se tâcher face aux monstres? Et deuxième balance, c'est je suis simplement pas très bien comprendre que, pourquoi entendre chanter Mano par des gens dont on ne connaît pas l'expérience, même s'ils n'ont pas vécu la période héroïque de son engagement. Pourquoi ça serait pour toi avant tout une tristesse et pas la tristesse partagée de ceux qui ont au moins été ébranlés par ses paroles et son engagement? Voilà. Bon, non, pas moi, c'est Oscar Maxime Antoine. Moi, c'est un petit ami Mano. C'est moi qui ai posé guitare pour Mano Chalmal. Je pose une première question. En tant qu'écrivain, qui a écrit pour Mano Chalmal, pendant que Mano Chalmal était vivant, qui a été dit qu'il mourir, qui a été enterré. Comme on est aussi un plus bon ami Mano gagné, en tant qu'écrivain, pendant que j'étais vivant, qui a été dit que l'aile mourir, qui a été fait. Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est simple? Deuxième sujet, je me dois me poser, je dois me demander café philo. Après intervention, ça, au moins, faire un plaisir à partir de 2 musiques, nous jamais pour nous avant d'aller. Merci. M'a répondre petit bout qui concerne notre troisième question en vent. Position contradictoire, mais le paradoxe n'est qu'apparent. Je pense que Mano Chalmal a été la plus grande voix populaire des discours revendicatifs, déjà sous Duvalier et dans l'après-Duvalier. Donc, personne, plus que Mano, n'a porté sur l'espace public nos discours revendicatifs. Et il les a portés avec une qualité d'expression remarquable. À ce titre, si il y a un funérail national, Mano mérite tous les honneurs. Par ailleurs, Mano Mkoner était un chanteur en contre. Et il y a toujours des choses auxquelles s'opposer dans ce monde. Je pense que l'État devrait lui faire ses honneurs et je pense que lui aurait dit merde à l'État. Voilà ma position. Et donc, d'accord pour faire Mano entrer dans le Panthéon. D'accord, il mérite. Mais Mano, il serait entré au Panthéon en disant merde au discours officiel et tout ça. Maintenant, et merci pour vos questions, Mehdi et Sanson, parce que ce sont de vraies questions qui ne sont pas adressées à moi, qui sont adressées à tous ceux qui voudraient penser changer ce pays. Honnêtement, Mehdi, je cherche. Quelle stratégie trouver? Quelle stratégie trouver qui ne serait pas de l'ordre de l'amour? Et encore, j'ai dit mes réserves sur cette question de l'amour. C'est mon discours du matin. Je ne sais pas. Et on ne peut pas trouver seul cette stratégie. Elle ne peut naître que de petits rassemblements. Mais c'est une vraie question. Comment faire pour ne pas devenir soi-même un monstre? Ou même à 30 ans, un vieux bougon en se disant que ce monde c'est une merde, il ne changera jamais. Maintenant, Sanson, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Le capitalisme a toujours été capitaliste. Forcément, c'est un truisme. Mais il a des phases qui sont différentes. Le capitalisme violent, sauvage du 19e siècle a été quand même la condition de possibilité du marxisme. Le capitalisme raciste a été la condition de possibilité du discours anticolonial. Le capitalisme, et là je pense aux théories de Frederick Jameson ou d'autres, le capitalisme que nous vivons aujourd'hui ou dans lequel nous pataugeons aujourd'hui ne permet pas l'utopie. Et tu as dit le mot. Moi, je n'ai pas de souci. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur les limites du religieux ou du sacré
aux pratiques du religieux et du sacré. Ernest Pignon, je ne sais plus s'il est là parce que je vois pas bien, pourrait parler quand même de l'alliance qu'il y a eu entre les chrétiens et les communistes dans la résistance en France. Dans l'histoire de ce pays, le personnalisme chrétien s'est allié au marxisme léniniste dans la lutte. C'est-à-dire que cette question de l'idéal, cette question de l'élément à partir, et c'est là qu'on ferait, est parfois bête comme ses pieds, dans son radicalisme anti-sacré. La question, oui, mais attends, ce que je dis, Sanson, je dis qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui ne nous donne plus de raison de dire on va essayer de le transformer au nom de ci ou de ça. Et je dis qu'on peut trouver dans le religieux, comme on y trouve, c'est dommage, des raisons folles pour que le monde ne change pas. On peut aussi trouver dans le religieux des raisons de penser, de vouloir, de produire un monde plus juste. En ce sens, je ne suis pas je suis athée, moi, dans mon analyse du monde, dans mon rapport au monde, mais je dis que le religieux n'est pas en soi un obstacle à un idéal collectif positif. L'avantage avec les dieux, c'est qu'ils ne sont jamais que ce que nous en faisons. Voilà. Et pour moi, il faut quelque part, aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont été ni chrétiens ni communistes. Vous savez ce qui passe? Il n'y a pas rien qui la donne. Il n'y a pas rien qui est plus grand que eux. Pourquoi veux-tu changer le monde s'il n'y a rien de plus grand que toi? Et pour moi, c'est fondamental. Nous vivons un âge qui ne produit plus d'utopie. Mais il faudrait travailler sur les lieux de naissance de l'utopie. Le religieux peut en être une. Comme d'autres choses. Moi, je n'ai pas besoin du religieux pour être dans l'hypothèse communiste. Mais je veux dire, la question, au nom de quoi est-ce que je veux que les choses changent, elle peut venir de n'importe quoi, de n'importe où. Ça dépend de ce que nous faisons de ce point de départ. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. Nous disons merci à Lionel Trouillot, que nous avons reçu ce soir à Café Philo, dans le cadre de la Foire internationale du livre d'Haïti. Et merci à ce cher public qui, chaque mardi et dans d'autres circonstances, nous oblige à croire que ce que nous faisons ici vaut la peine. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour vous informer que dans 1 ou 2 semaines, c'est le 6e anniversaire de Café Philo et que donc ce Café Philo que nous venons d'avoir s'inscrit même dans cette perspective. Merci à vous tous et toutes. Suivez les annonces, soyez informés de ce que nous faisons via les réseaux sociaux et sachez que la philosophie, quand bien même elle part d'un lieu qui est celui de l'égologie, but rencontre toujours un ailleurs, un autre avec qui il chemine. Il faut bien penser que quand ce cheminement se produit, ça débouche sur des lieux qui ne mènent probablement nulle part. En même temps, ça aura valu la peine cette rencontre. En titre, grade et qualité, je déclare cette séance fermée en attendant une autre édition de Café Philo. Merci. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer. Yo apprendre peser, ce qui bon ça est mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie.
Jacques Mel Thomas, 15 coffres, l'Amouka, Montémon, pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué, si mon sa yo plairé, j'y me la capézé. Mais continuer à marcher, les jours la qu'a levé, les soleils j'en